Bonjour à tous, David Pomonti, je suis responsable du domaine écotechnologie à la direction de l'expertise de BPI France et je suis ravi de vous accueillir à cette table ronde. Nous allons parler d'hydrogène. Hydrogène made in France, des atouts pour conquérir le monde. Alors désolé pour l'anglicisme, mais ça nous semblait pas mal pour illustrer la dimension internationale de cet atelier. Atelier organisé en partenariat avec le mouvement des entreprises de France internationale. L'objectif de cette table ronde sera de projeter la filière hydrogène française à l'international justement. Pour ce faire, je pense qu'on ne pouvait pas rêver meilleur plateau que les intervenants que nous avons aujourd'hui, avec Géraldine Lamblay, directrice générale adjointe du MEDEF International, Aurélie Barbeau, grand reporter énergie et industrie durable à l'usine Nouvelle, qui animera cette table ronde, Jean-Baptiste Chouamet, directeur général d'Elogène, Pierre-Emmanuel Casanove, cofondateur de HSL Technologies, anciennement Easy Labs, et Franck Le Baron, vice-président adjoint hydrogène chez Engie. Je vous remercie vraiment pour votre participation. Je pense qu'on a un panorama très complémentaire d'intervenants, d'entrepreneurs de l'hydrogène. On va essayer de faire cette séance en 50 minutes de table ronde et ensuite on gardera 10 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à noter des questions si vous en avez. Merci. Aurélie, the floor is yours. Merci beaucoup David, merci à vous d'être là, merci à l'intervenant d'avoir été ponctuel et d'avoir accepté cette invitation. Je vais juste très rapidement quand même repositionner le sujet de la table ronde, c'est-à-dire l'international et l'hydrogène français dans son contexte. Juste après l'Allemagne, quelques mois après l'Allemagne, la France s'est dotée en septembre 2020 d'un très ambitieux, je dirais même presque historique, plan hydrogène, au départ de 7 milliards d'euros. Qui a été porté un an plus tard à 9 milliards d'euros, qui doivent être investis d'ici à 2030. Voilà, des plans de ce type, moins ambitieux souvent, mais se sont multipliés par la suite dans une quarantaine de pays dans le monde, voire un peu plus aujourd'hui. Le plan français visait, et vise encore jusqu'à ce qu'il soit revu, ce qui est en cours apparemment, 3 objectifs. Le premier, c'est de structurer une filière industrielle de l'électrolyse et de la mobilité lourde d'hydrogène, avec du coup son cortège d'usines, de piles à combustible et de réservoirs notamment, avec en ligne de mire une ambition très forte, c'est de faire de la France un leader mondial de l'hydrogène décarboné. Et ce plan prévoit notamment la construction sur son sol de au moins 4 gigafactories d'électrolyseurs. Ça veut dire 4 usines qui pourraient produire tous les ans de quoi des électrolyseurs d'une capacité d'1 gigawatt ou 1000 mégawatts. Voilà. La deuxième ambition, c'est de la production d'hydrogène bas carbone sur son territoire, avec l'installation de 6,5 gigawatts d'électrolyse d'ici à 2030, pour remplacer l'hydrogène, notamment dans l'industrie chimique, la pétrochimie, et verdir la mobilité lourde. Donc, contrairement à l'Allemagne, la France n'envisage pas d'importer d'hydrogène vert ou décarboné, mais de le produire chez elle. Et le troisième objectif était de développer et financer de l'innovation, notamment sur la mobilité des transports, et vous avez tous entendu parler de l'avion hydrogène, qui est un des sujets phares. Alors, grâce au programme européen PIEC ou IPCEI, enfin les grands projets européens, le gouvernement français peut aider les industriels à accélérer dans la constitution de ces usines et leur construction. Et il y a au moins 15 usines d'équipement d'électrolyseurs, réservoirs, piles à combustible qui vont être construites en France. Ça, c'est le premier volet, donc il est bien entamé. Le second volet, et là, vous allez voir pourquoi je rappelle tout ça, c'est l'installation d'unités de production d'hydrogène décarboné en France. Là, les décisions finales d'investissement se font un peu attendre. Alors, c'est pas le débat de la table ronde de savoir pourquoi. C'est un peu plus lent. C'est pas que pour des raisons politiques, réglementaires ou d'effectifs à Bruxelles. L'inflation est aussi passée par là, pardon. Mais la France le gouvernement a annoncé des appels d'offres
pour investir jusqu'à 4 milliards d'euros pour créer ces gigafactories d'hydrogène cette fois-ci. Voilà. Après, on n'est pas les seuls à être en retard. L'AIE nous a fait, son hydrogène Outlook a rappelé que jusqu'à 4% des projets d'électrolyse décarbonée dans le monde avaient reçu leur décision finale d'investissement. C'est vraiment très peu. La majorité des gros projets qui ont été financés sont en Chine. Et on a aussi appris dans ce rapport que la Chine détient déjà 50% des capacités de production d'électrolyseurs dans le monde, ce qui est énorme. Voilà, donc il y a urgence quand même à construire des gigafactories d'électrolyseurs et à prendre des positions à l'international. La stratégie du gouvernement de ne pas s'ouvrir et de ne pas vouloir importer à des contraintes pour la filière. Et puis, c'est un peu ça qu'on va en parler, parce que du coup, elle, contrairement aux Allemands, elle ne va pas investir à l'étranger et aider les industriels et les embarquer avec elle dans des projets de production, ce qui est une contrainte. Mais c'est pas pour ça que la filière ne va pas à l'international, peut-être bien au contraire. Et du coup, je vais me tourner tout de suite vers Géraldine Lamblay, qui est donc du MEDEF International. Et du coup, malgré tout ça, est-ce que la France a des atouts, la France de l'hydrogène, et les industriels ont des atouts à faire jouer à l'international? Et peut-être comme ça, vous pouvez quand même nous rappeler qu'est-ce que fait le MEDEF dans cette histoire? Très bonne question. Bonjour à tous. Donc, que fait MEDEF International dans cette histoire? Je vais y répondre en répondant à votre première question. Nous, ce que nous constatons depuis MEDEF International, qui est le premier réseau d'affaires privés français dans le monde et qui représente le MEDEF, mais surtout qui permet aux entreprises collectivement d'aller sur des marchés à l'étranger, ce que l'on a constaté, c'est qu'il y a cette volonté de décarbonation de l'économie. Elle n'est pas seulement en France, à travers le plan dont vous avez parlé de 9 milliards aujourd'hui, mais elle existe aujourd'hui dans une soixantaine de pays dans le monde qui ont une stratégie, qui ont une feuille de route pour développer de l'hydrogène décarboné. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la France est l'un des seuls pays au monde à avoir l'ensemble de la filière technologique, toute la chaîne de valeur, depuis la fabrication de la molécule jusqu'à sa destruction, c'est-à-dire jusqu'à son usage. On y a 6 ou 7 pays dans le monde, dont la Chine que vous avez mentionné, mais ce n'est pas la seule. Et donc, fort de cet atout et de ces atouts, puisque nous avons de nombreuses technologies aussi en France pour la production et l'usage d'hydrogène, fort de ces atouts, nous avons considéré avec France Hydrogène en 2021 et maintenant avec le CSF, Nouveau Système Énergétique depuis 2023, qu'il fallait aller à l'international, justement parce qu'il y a une très forte demande et que nos amis et néanmoins concurrents allemands n'allaient pas tout faire et qu'on allait certainement pas laisser faire non plus les Chinois. Donc c'est comme ça qu'a démarré la Task Force Hydrogène de MEDEF International, à la fois avec une volonté de compréhension des plans de développement de l'hydrogène à l'étranger, que ce soit au Chili, que ce soit au Maroc, que ce soit en Égypte, que ce soit même en Asie, au Brésil. Donc un défrichage, si je puis dire, du terrain. Et derrière, on a monté des actions pour permettre aux entreprises d'aller directement sur le terrain. En Afrique, on était au Maroc et en Mauritanie. On va au Brésil le mois prochain. On était au Japon début septembre. Donc à chaque fois, avec cette volonté de promouvoir le savoir-faire français, les technologies françaises, avec des entreprises qui peuvent être des start-up, des grands groupes. Voilà, j'ai autour de moi des membres du COPIL, de la Task Force Hydrogène et de l'index H40, un des heureux élus, qui réunit les start-up, justement, les entreprises qui veulent aller à l'international et que l'on va porter avec les grands acteurs du monde de l'hydrogène français aujourd'hui. Concrètement, Géraldine, ces accords ou ces actions à l'international, vous m'avez parlé de signature de MOU, à quoi ça sert? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors pourquoi on signe des MOU? Parce qu'on nous le demande. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est que les pays étrangers ont envie des technologies françaises, ils savent qu'on a une excellence, un savoir-faire, et donc ils viennent nous voir. Donc c'était le cas pour les Coréens il y a 1 an, on a signé à Evolution, qui est organisé notamment par GL Events et qu'on fait avec eux d'ailleurs. On a signé un MOU avec les Coréens, on a signé avec les Marocains, on a signé avec une trentaine de pays. Mais pourquoi signer un MOU? Tout simplement derrière, alors le MOU on le range, on le met dans un tiroir comme tout le monde, mais derrière on va monter des actions.
Ça y est, on va aller collectivement sur ces marchés, rencontrer les décideurs, rencontrer les experts, rencontrer les donneurs d'ordre, les prescripteurs et puis les partenaires potentiels pour les entreprises françaises. Parce que finalement, c'est ça que qu'on cherche à MEDEF International, c'est de pouvoir créer des partenariats. Quand on parle aux Coréens, quand on parle aux Japonais, on est quand même sur des entreprises en face de nous qui ont un degré de maturité qui n'est pas celui qu'on peut trouver dans d'autres régions du monde. Donc on est là pour ça, on est là pour permettre aux entreprises d'accéder à tout ce réseau qui va leur permettre de conclure derrière, on l'espère, des contrats. Alors, tout ce travail se fait en toute confidentialité, bien sûr, mais est-ce que vous pouvez quand même nous dire si des contrats, à votre connaissance, ont déjà été signés entre des industriels français et des gouvernements ou d'autres partenaires à l'international? Alors, je pense que les entreprises autour de moi en parleront mieux, mais comme vous l'avez mentionné, aujourd'hui, moi j'ai 10%, vous avez parlé de 4%, des projets dans le monde sont aujourd'hui en phase terminale de financement, de clôture. Donc c'est normal, on est quand même sur une nouvelle technologie avec un cycle long. Quand on parle de nucléaire, c'est plusieurs décennies. Quand on parle de l'hydrogène, on est au moins sur une décennie. Donc il faut aussi prendre ça en considération. C'est un sujet qui est nouveau, donc qui va se développer dans le temps, mais on est au démarrage d'une certaine façon. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'on signe des milliards de projets tout de suite. En revanche, ce qui est très important, c'est de poser des jalons, des partenariats, justement, parce que les Allemands sont là aussi, et puis d'autres concurrents sont présents. Et il faut que nous soyons présents pour, derrière, pouvoir enclencher ces contrats et monter ces projets, avec les financements ad hoc lorsqu'il y en a. Merci beaucoup. Alors, juste à votre gauche, il y a une entreprise qui, elle, a déjà signé des contrats. Engie, vous avez au moins annoncé 2 très beaux projets, un en Afrique du Sud et un en Australie. Le premier sur une mine, le deuxième pour une usine d'engrais. Alors, avant de répondre à comment vous avez négocié ces contrats, pourquoi est-ce que les 2 premiers que vous annoncez, alors qu'Engie parle d'hydrogène depuis longtemps, ça a été premier en bon gazier, ou disons les molécules on connaît, donc on sait faire, pourquoi ces projets ne sont pas en France ? Il y a plein de questions derrière votre question, Aurélie. D'abord, je suis très content d'être là. Merci de votre intérêt sur l'hydrogène. On est là aussi parce qu'il faut que l'hydrogène, le sujet mature un peu. Il faut faire de l'éducation, c'est important. Parce que justement, pour répondre à votre question, à un moment ou à un autre, quand on prend une décision d'investir sur un projet, il faut un alignement de planètes, des planètes financières, juridiques, etc. Et en fait, il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent rien à l'hydrogène. Alors, donc, c'est important pour nous d'être là, donc merci. D'ailleurs, moi, je suis là, avant de répondre à votre question, je suis là à triple titre, j'allais dire. Donc chez Engie, je suis le directeur adjoint des activités hydrogène. Bon, ça, ok. Donc Engie, on va être sur le long de la chaîne de valeur, comme on disait tout à l'heure, donc de la production à la distribution de l'hydrogène en passant par le stockage et les pipelines, évidemment. C'est ce qu'on sait faire chez Engie. Je suis là aussi parce que je suis conseiller du commerce extérieur depuis 20 ans. Et en fait, à ce titre-là, moi, j'ai un intérêt aussi à ce que des entreprises, à nous, des entreprises se développent à l'international. Donc c'est vraiment le sujet de la table ronde. Et se développer à l'international, ça peut être envoyer des équipements, ça peut être développer des projets, ça peut être tout ça. Et troisièmement, évidemment, on travaille avec MEDEF International. On est dans la task force et donc on travaille à essayer de fédérer. Est-ce que c'est une équipe à la française? Je ne sais pas, mais on essaie d'emmener, et du coup je vais répondre à votre question, Aurélie, des entreprises. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, à un moment ou à un autre, les projets, nous on a signé une centaine de MOU. Un projet, il n'est pas vrai tant qu'il n'a pas été décidé, tant que la décision d'investir n'est pas passée. Et c'est ça qui est difficile. Et donc il y a 2 projets chez nous qui ont dépassé sur les 100 la décision d'investir, c'est l'Afrique du Sud et l'Australie. Donc l'un est en opération depuis 1 an, c'est un 3,5 MW. L'un en Australie est en construction, c'est un 10 MW. Mais il faut à un moment un alignement de planètes. Et malheureusement, aujourd'hui, comme c'est encore un peu compliqué, il faut que ces planètes, c'est par exemple, il faut que vous ayez un client qui s'engage à acheter votre hydrogène ou votre e-molécule, votre ammonia ou je ne sais quoi. Il vous faut un terrain, il vous faut sourcer l'énergie renouvelable parce qu'on est entre nous, évidemment on vise plutôt de l'hydrogène renouvelable. Donc voilà, il faut des financiers, il faut des juristes, enfin voilà, il faut un certain nombre de choses et c'est ça qui est difficile. Nous on aurait espéré, il y a 5 ans quand on s'est lancé à fond dans l'hydrogène, qu'on avance plus vite et finalement on s'aperçoit que parfois on est un peu seul. Et donc voilà, les aliments de planète, il y en a eu sur 2 projets. Et je terminerai, vous m'avez demandé pourquoi on ne l'a pas fait en France. C'est aussi pour ça, c'est-à-dire que parfois, l'aliment de planète, il ne s'est pas fait sur des projets français pour le moment. Vous savez peut-être qu'on a un grand projet avec Total Energy qui s'appelle Massilia sur leur raffinerie de la Med. Le projet, la décision d'investir n'est pas encore prise, on travaille pour. Mais en Afrique du Sud,
Anglo-American était prêt à s'engager à acheter notre hydrogène. On avait le terrain, on a construit les renouvelables. Ça s'est fait à un moment. Voilà, et en Australie, Yara, fabricant d'engrais, s'est aussi engagé. On avait le terrain, on est chez eux. Nous, on rêverait de faire des choses près de nos bases. D'abord, c'est plus simple parce qu'on apprend plus facilement. Je veux dire, si on fait quelque chose en France, vous savez, on apprend tous, nos fournisseurs, nos partenaires, Elogen, qui est un de nos fournisseurs aussi. On est en train d'apprendre. Et donc, c'est important de faire ça idéalement pas loin de nos bases. On apprend plus facilement. Voilà. Mais on rêverait de faire des choses avec les uns et les autres en France ou non loin de nos bases. Alors, sans dévoiler tous vos secrets commerciaux et technologiques, mais comment vous avez réussi à persuader un mineur international d'aller faire tourner un camion à l'hydrogène sur une mine, vraiment au fin fond de l'Afrique du Sud, et un géant des engrais en Australie, alors que y a d'autres acteurs, de vous faire confiance pour la production d'hydrogène sur place? En fait, je ne sais pas si c'est les secrets. En fait, vous savez, l'hydrogène aujourd'hui, c'est pas mature, comme on a déjà dit. Donc, il n'y a pas un appel d'offres avec une spécification qui dit faites-moi ça. Et donc, les gens se candidatent. Alors, on candidate parfois sur des terrains, mais pas sur des projets. Et en fait, ce sont des rencontres anglo-américaines. Moi, je suis un des papas de ce projet. En 2018, on les a rencontrés. Il y a eu un moment, on s'est dit, il y a eu un fit, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que Anglo-American avait un projet, nous dit mais on est capable de vous faire ça. On a eu des discussions, on s'est mis d'accord et c'est du gré à gré en fait. Et ce qui est la règle de ça, c'est quand même que dans un sujet qui n'est pas mature comme l'hydrogène, c'est important de travailler avec des gens de confiance. Vous créez un lien parce que le chemin va être semé d'embûches, ça va être compliqué avant la décision d'investir, mais aussi après la construction. On va apprendre. Et donc c'est important de cheminer ensemble. Et aujourd'hui, vous avez autour de la table des gens un peu différents. On se rencontre, on se connaît, on s'apprécie, on se découvre. Et le jour où on aura un contrat signé entre nous, c'est important qu'on se connaisse un peu parce que ça ne sera pas blanc-noir. Il va falloir qu'on avance en apprenant. Donc la règle, c'est surtout être à l'écoute des partenaires, aller dans des endroits comme celui-là, se connaître. Et un jour, on signe un contrat ensemble. Après, il y a des secrets aussi, des négociations. Le secret aussi, c'était que des entreprises comme Yara ou Anglo-American étaient prêtes à payer un premium. Parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène renouvelable est encore un peu cher. Donc si on n'a pas de subvention, il faut que le modèle tienne debout. Et donc vous êtes prêt à avoir un premium, à payer un peu plus cher parce que vous avez un objectif de décarbonation. Engie, sur cette chaîne de valeur, se positionne comme producteur d'énergie renouvelable pour transformer, mais sur la production d'hydrogène vert comme intégrateur et opérateur des unités. Mais vous êtes a priori indépendant en termes de technologie. En tout cas, c'est ce que est-ce que quand même, sur ces projets et sur ce que vous êtes en train de construire, vous arrivez à embarquer les industriels français? Alors, on le fait avec plaisir. La difficulté, c'est que parfois, on est en consortium, on n'est pas tout seul. Par exemple, en Australie, on est avec des partenaires et donc il a fallu décider ensemble. Et donc, on a la chance d'avoir emmené avec nous Technip Energies sur ce projet australien. Donc, on est content parce que c'est des gens qu'on connaît bien, mais après, c'est une décision collective. En Afrique du Sud, on n'a pas réussi à emporter d'entreprises françaises. On a un électrolyseur Nel, par exemple. Bon, c'est européen, c'est déjà bien. Dans des projets français, on a des électrolyseurs de chez Elogen. Merci Jean-Baptiste. On a des électrolyseurs McPhy, des petits électrolyseurs. On essaye, on aimerait bien parce qu'on se connaît bien. Donc c'est plus facile de travailler avec des gens qu'on connaît bien, mais parfois c'est pas facile parce que vous n'êtes pas tout seul à décider. Donc on serait ravis. Et en tout cas, l'appel qu'on passe aujourd'hui, c'est n'hésitez pas à candidater sur nos projets. N'hésitez pas aussi à monter en compétences. Vous avez des entreprises qui ne sont pas du monde de l'électrolyseur, qui ne sont pas dans le monde des fuel cells, par exemple, aussi, et qui découvrent. Donc, oser. La France, comme on le disait tout à l'heure, est une formidable expérience dans le gaz, dans tout ça. Et donc, on a tous les atouts pour réussir dans l'hydrogène. Souvenez-vous qu'il y a 60 ans, la France a été un co-inventeur des chaînes GNL, le gaz liquéfié, entre l'Algérie et la France. C'était une invention à l'époque. On est tout à fait capable d'embarquer des grands groupes, des entreprises, des PME pour réussir l'aventure de l'hydrogène. Alors, est-ce que du coup, on peut quand même déjà parler d'une équipe de France de l'hydrogène, comme on a eu une équipe de France du nucléaire, qui a eu quelques déboires il y a quelques années, mais est-ce qu'elle existe déjà ou pas encore? La Task Force Hydrogène, c'est 300 entreprises quand même. Donc c'est pas mal. Sans doute y en a-t-il d'autres, mais on a, comme je le disais tout à l'heure, de la start-up au grand groupe. On a toutes les tailles d'entreprise, on a toutes les technologies et on a toutes les innovations presque.
Donc oui, on est déjà dans un esprit et on joue collectif, comme on joue collectif d'une manière générale à MEDEF International, mais particulièrement dans cette task force hydrogène, parce que le sujet est nouveau, parce qu'il y a une dimension pédagogique, parce qu'il y a une dimension normative, parce qu'il y a d'autres dimensions financières également, et c'est absolument essentiel d'y aller ensemble pour réussir. Et si je peux permettre, Aurélie, juste un petit complément. Vous avez en France Evolène, qui est une association des parapétroliers, paragaziers, qui a 50 ans, ou je sais pas, et qui aujourd'hui a évolué pas mal sur les sujets hydrogène. Et en fait, c'est un vivier de petites entreprises, de fournisseurs, de grands groupes. On les voit depuis quelques années évoluer vers l'hydrogène, s'y intéresser. Ils organisent des journées annuelles, ils organisent des tas de choses. C'est un exemple en complément de MEDEF International. Ils travaillent avec MEDEF International. Donc ça, ce sont des écosystèmes qui sont en train de se transformer et s'adapter à l'hydrogène. Et ça, c'est merveilleux. Est-ce que vous le constatez dans la réalité, Jean-Baptiste ? Alors, je dirais qu'il y a effectivement une équipe de France. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez dans votre introduction, on pourrait même parler d'un 15 de France. Je pense en réalité aux 15 projets que le gouvernement français a décidé de soutenir dès la première vague de l'IPCEI. Et à ce sens, la France est en avance sur beaucoup d'autres pays européens. Donc Elogène, nous on a la chance de faire partie de ces 15 premiers avec notamment notre projet d'usine de Gigafactory de stack d'électrolyseurs qu'on veut construire à Vendôme pour un début de production en 2025. Donc Elogène, on est un fabricant français d'électrolyseurs et le seul à proposer la technologie PEM, c'est-à-dire membrane échangeuse de protons. Et comme le disait Franck, l'hydrogène vert, on en est encore au début. Tout le monde est en train d'apprendre et nous, notre conviction, c'est que pour y arriver, c'est avant tout une affaire de technologie et d'industrialisation. C'est pour ça qu'on investit beaucoup sur notre R&D pour développer des solutions plus puissantes qui pourront équiper les futurs électrolyseurs d'Engie à l'export et plus efficaces également parce que tout l'enjeu, c'est de rendre cet hydrogène vert compétitif. Et l'industrialisation grâce à cette future Gigafactory. Alors maintenant, pour aller à l'international, parce qu'on a décidé d'y aller dès maintenant, pour déjà prendre des positions, puis apprendre. Je dois reconnaître qu'à ce stade, chez Elogène, on a plutôt tendance à compter sur nos ressources internes. Ressources internes pour aller chercher, loin de nos bases, des partenariats industriels locaux sur lesquels on pourra revenir. Et bon, si j'avais un axe d'amélioration peut-être à proposer, c'est que nous, ce qu'on voit sur des projets à l'export, c'est que quand il y a un développeur de projet allemand sur l'affaire, généralement, derrière lui, dans son sillage, il y a à peu près systématiquement des industriels fournisseurs d'équipements allemands. D'accord, c'est un petit message à Engie ou alors, du coup, vous avez fait une belle transition. Je voulais revenir sur un deuxième point de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la poussée phénoménale des Chinois sur ce marché. On l'avait déjà vu venir. Moi, je me souviens d'avoir fait un article avec une étude de Bloomberg en 2020 déjà qui annonçait une déferlante des électrolyseurs chinois. L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, le confirme. 50% des capacités d'électrolyseurs, de construction d'électrolyseurs sont en Chine et tous les plus gros projets. Est-ce que ça veut dire que le marché chinois est déjà fermé pour les Européens ? Et est-ce que du coup, et à l'inverse, est-ce qu'un fabricant comme Elogène va pouvoir être un concurrent sérieux sur ce marché, ce qui vous font peur ? Alors, c'est vrai qu'il existe beaucoup de fabricants chinois d'électrolyseurs avec des capacités annoncées de production très importantes. Mais alors toutefois, je voudrais attirer votre attention sur un point, c'est que la plupart de ces fabricants chinois se concentrent sur une technologie d'électrolyse, qui est la technologie alcaline, donc qui est une technologie un peu plus ancienne, qui existe depuis plusieurs décennies. Après, la particularité de ces électrolyseurs, c'est qu'ils nécessitent pour fonctionner un produit chimique tel que la potasse. Alors, en France, on a la chance de pouvoir proposer d'autres technologies. Alors c'est le cas en particulier d'Elogène, bien sûr, avec la technologie à membrane échangeuse de protons dont je vous parlais, qui trouve ses origines dans des applications très exigeantes, puisqu'elle est apparue dans les sous-marins pour produire non pas l'hydrogène, mais l'oxygène à bord pour permettre aux sous-mariniers de respirer. Et puis, comme elle fonctionnait plutôt bien, plusieurs entreprises ont décidé d'organiser son passage à l'échelle pour des applications cette fois-ci liées à l'hydrogène. Et puis, on constate, notamment dans les bases de données de l'IEA, que c'est une des technologies préférées avec la technologie alcaline
sur beaucoup de projets en cours de développement. Alors, pour permettre l'essor de l'hydrogène vert décarboné, je vous disais que c'est une affaire de technologie. Et je pense que les fabricants européens, français, ont un énorme savoir-faire en matière de R&D, en matière technologique. Et il faut continuer à travailler cet angle parce que c'est celui-là qui va nous permettre d'assurer que nos machines sont plus efficaces que les machines chinoises. Pour 1 kilo d'hydrogène vert produit, l'essentiel du coût de production, c'est l'électricité nécessaire pour faire fonctionner l'électrolyseur. Donc si on s'assure que notre client a un électrolyseur performant, eh bien, on pourra faire la différence par rapport à un fournisseur chinois. Et puis l'autre point, c'est que les fabricants français, les fabricants européens sont habitués à fabriquer des électrolyseurs selon des codes et standards européens, anglo-saxons, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les codes et standards applicables en Chine. Et là également, ça crée une barrière supplémentaire qui n'est pas forcément évidente à franchir. Notamment en termes de sécurité. Absolument. Donc en gros, les électro-chinois ne vous font pas peur. Alors, à part... Si, quand même un peu. Non, bah après, ils sont bons, ils ont beaucoup de ressources performantes. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de continuer d'investir, surtout en matière de R&D, pour garder cette avance. Alors, malgré les Chinois, apparemment, ils ne prennent pas tout, parce que vous avez déjà annoncé des partenariats à l'étranger, notamment très récemment en Corée, avec la Corée du Sud. Est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer comment vous allez à la conquête de marché à l'international avec votre technologie ? Alors d'abord, pourquoi est-il nécessaire pour une entreprise comme Elogen, parce qu'aujourd'hui on est une centaine, bientôt davantage, pourquoi d'ores et déjà vouloir partir à la conquête du monde ? Eh bien parce que la demande d'électrolyseurs sera certes importante, on l'espère, en France et en Europe, mais comme le disait Franck, parfois les projets mettent du temps à se déclencher, et nous on a besoin d'apprendre, de progresser et de grandir. Et donc on se tourne d'ores et déjà vers des géographies où le potentiel renouvelable est important. Je pense par exemple au Moyen-Orient, au Chili, à l'Australie, etc. C'est-à-dire des pays où globalement le soleil brille plus souvent que chez nous. Mais pour une entreprise de notre taille, il ne serait pas du tout raisonnable de lancer une démarche commerciale sans d'abord s'être assuré que nous avons une position industrielle forte sur ces marchés. C'est pourquoi, systématiquement, on va d'abord chercher à développer un partenariat local avec un industriel du cru qui va nous permettre, d'adapter le design de nos machines européennes aux codes et standards locaux, et il y a régulièrement des différences. Ensuite, d'assurer que nous pouvons réaliser une partie de l'électrolyseur localement. Parce que hors d'Europe, souvent, comme en Europe, les projets sont subventionnés, mais à l'inverse de l'Europe, on leur demande en échange de faire du contenu local. Donc on doit jouer le jeu. Voilà. Et puis le troisième point, c'est qu'une fois que l'électrolyseur sera en fonctionnement, eh bien, ce partenaire local, ce sera nos bras pour assurer la maintenance de l'électrolyseur pendant toute sa vie. Voilà. Et alors effectivement, c'est une stratégie qui a l'air de plutôt pas mal fonctionner parce qu'on a d'ores et déjà annoncé 2 partenariats, un en Australie, un autre en Corée. Et effectivement, on a reçu 2 commandes cet été en Corée pour 2 électrolyseurs de 2,5 MW grâce à notre partenariat avec l'industriel coréen Valmax. Bravo. Pour rester juste sur le sujet Chine, encore une fois, MEDEF International, quand on s'est parlé, vous m'avez dit on est partout, sauf en Chine. Alors, c'est peut-être un peu dommage, hein. Alors, pourquoi vous n'y êtes pas ? Alors on n'y est pas parce que nos statuts ne nous permettent pas d'y être, tout simplement. Lorsqu'on a été créé en 1990, il existait déjà un comité France-Chine qui a l'exclusivité sur le territoire chinois, sauf sur Hong Kong. Je ne suis pas sûre que ce soit à Hong Kong qu'on fabrique les électrolyseurs. Donc c'est la raison pour laquelle on ne travaille pas sur la Chine, c'est très simple. En revanche, on regarde ce qui se passe à l'extérieur et ce que font les Chinois sur les autres marchés, notamment en Asie ou même en Amérique latine. Ça, on le suit de près et on regarde ce qu'il est possible. On regarde plutôt comment nos entreprises, d'ailleurs, nous ou pas, des partenariats avec des entreprises chinoises. Ça, c'est libre à elles de le décider et sûrement pas à nous de le faire pour elles. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Quelqu'un va encore dire quelque chose sur la Chine ? On passe à mon 3e sujet. Donc je ne frustre personne. La stratégie française, il y avait un impensé aussi dedans, qui va peut-être être corrigé, mais c'était celui de la nécessité de construire, d'installer des infrastructures
de transport et de stockage de l'hydrogène. Puisque la France voulait produire sur place à proximité des besoins. Ce n'était pas prévu dans le plan initialement. Du coup, ça peut poser un certain nombre de problèmes pour les industriels qui se positionnent justement sur ces technologies. Et c'est le cas de iCilab. Moi, je préfère iCilab. Hein, voilà. Pierre-Emmanuel Casanova, est-ce que du coup, cette impensée du plan français vous oblige à aller d'ores et déjà à peine créé à l'international? Oui, alors... Vous pouvez nous rappeler ce que vous faites, hein, parce que... Voilà, exactement, pour comprendre un petit peu pourquoi on va directement à l'international. Donc nous, on est une start-up qui a été créée en 2015 à Aix-en-Provence. Je vous invite à visiter Aix-en-Provence. Si vous êtes capable de résister à cette température sous ce toit, il fait à peu près comme ça tout le temps. Et on a la bonne intelligence d'organiser les rencontres économiques d'Aix. Et il fait à peu près la même température, sauf qu'on est tous en costume. Donc imaginez la température et comment, même l'odeur, c'est pas très agréable. Mais bon, bref, on va pas critiquer là-dessus. Juste pour revenir sur la partie start-up. Donc une start-up qui a été créée en 2015, qui a pour vocation de faciliter le transport et le stockage d'hydrogène. Comment? Avec un vecteur liquide d'hydrogène. L'hydrogène, il a une particularité, que c'est son état gazeux, je ne vous apprends rien, a quand même certaines contraintes réglementaires et techniques qui vont limiter son stockage massif et son transport massif. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, tout simplement, on fait de l'ancien avec du nouveau. Alors, du nouveau, c'est l'hydrogène. De l'ancien, comment? On a développé un vecteur, un liquide, en fait, qui se charge et se décharge en hydrogène. Et ce liquide, il permet, en fait, on peut transporter de très grosses quantités d'hydrogène en utilisant toutes les infrastructures de distribution qui sont déjà existantes pour le pétrole. Donc on utilise l'ancien, infrastructure de distribution liquide, et on fait du nouveau avec du transport d'hydrogène. Donc on est capable de transporter massivement d'un point A à un point B de très grosses quantités d'hydrogène en ne changeant aucune infrastructure et en utilisant tous les camions-citernes, les tankers, les systèmes de stockage classiques qu'on retrouve pour les carburants conventionnels. Donc on est vraiment dans la transition énergétique. Votre question sur le positionnement de la France, j'en suis persuadé qu'ils reviendront dessus et je l'espère pour eux parce qu'aujourd'hui on a quand même un intérêt d'import d'énergie. Bien évidemment, on veut toujours être indépendant et avoir cette autonomie énergétique. Ce qui est assez marrant, c'est que moi je suis corse et l'autonomie, on en parle assez souvent et on se plante aussi d'autant plus souvent. Donc tâchons d'essayer d'importer un petit peu lorsque les personnes le savent très bien le faire. On parlait tout à l'heure de l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, avec notre technologie, on est vraiment un game changer, un enabler, donc excusez-moi pour l'anglais, mais en tout cas un maillon essentiel dans le transport. On est capable, avec notre technologie, de transporter de l'énergie verte qui a été produite en Amérique du Sud. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec MEDEF International pour commencer à justement faire un peu de veille là-bas et pouvoir un peu se déplacer et voir un peu sur le terrain. Et on est largement capable d'en transporter toute cette énergie solaire qui est disponible là-bas pour venir l'importer en Europe. Ce qu'il faut savoir, pour la petite histoire, c'est que nous, aujourd'hui, on est très heureux d'avoir annoncé il y a 2 mois une levée de fonds de 15 millions d'euros. Je suis un petit peu déçu d'avoir aucun industriel français dans cette levée de fonds. Je suis sûr qu'ils se rattraperont un jour, mais en tout cas, on essaiera de bosser ensemble. On a les plus gros industriels européens. Pourquoi des industriels européens? Parce qu'en fait, en dehors de la France, tous les industriels européens ont cette vision de importer. On va bien évidemment produire, il faut produire notre énergie, bien évidemment la garder en interne, mais on va avoir ces besoins d'import. Et comment importer de très grosses quantités d'énergie? Il faut se tourner vers des technologies alternatives, comme celles qu'on a développées avec le vecteur liquide d'hydrogène. Et c'est un excellent exemple des ports du nord de l'Europe, qui sont déjà en train, d'ailleurs on a Vopak qui est rentré au capital, Equinor qui est rentré au capital, qui sont les grands noms de l'énergie du nord de l'Europe. Et bien ces gens-là, ils sont déjà en train de transformer ce que seront les ports de demain. Ils réfléchissent évidemment au gaz, ils réfléchissent à tout ce qui est ammoniac, mais ils réfléchissent aussi à des technologies plus petites. Et on a une vraie oreille attentive dans ces pays nord-européens. Et on est content. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on se tourne vers eux. Mais comme je suis assez chauvin quand même, c'est peut-être mon côté un peu corse et non autonomiste, on va essayer de tout faire pour rester français. Oui, quand on s'est parlé pour préparer cette table ronde, vous m'avez dit quand même que votre premier démonstrateur ou Unity Pilot, il y avait quand même des chances que vous la construisiez en France. Est-ce que vous pouvez juste nous dire à quoi ça peut ressembler et où vous pourriez l'installer? Alors aujourd'hui, on aimerait travailler avec un port proche de celui d'Aix-en-Provence et de Marseille. Comme ça, on ne donne pas de nom. Mais bon, logiquement, vous rajoutez port et vous mettez à Marseille à côté, vous voyez à peu près le port dans lequel on travaille. On aimerait travailler. S'ils nous écoutent, il est temps de signer. Et en fait, nous, on essaye de chercher en fait, du terrain, du foncier,
pour produire notre première usine de vecteurs d'hydrogène. On va synthétiser notre molécule. Notre molécule, c'est un dérivé de silice. Donc en gros, on prend de la silice, on vient y greffer de liaisons à hydrogène. Hop, on a une silice hydrogénée. Cette silice hydrogénée, donc ce mélange SiH, s'appelle un hydrure de silicium. Je ne vais pas vous tuer au niveau technique. Cet hydrure de silicium, il est chargé en hydrogène et on peut le transporter de version liquide, standard, conditions standards et pression et température. Et ça, on est en train de travailler pour faire une première usine en France, à 10 minutes de nos locaux d'Aix-en-Provence, pour pouvoir faire justement cette première synthèse de notre vecteur d'hydrogène qui, à terme, pourra alimenter tout un réseau de stations-service autour de nous. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, on a quand même des partenaires français qui veulent continuer à travailler avec nous, des grands industriels français qui n'ont bien évidemment pas investi chez nous, mais c'est pas grave, on continue quand même de bosser avec eux. Et c'est l'idée de continuer à promouvoir cette innovation française et de montrer que les premiers démonstrateurs seront en France. Alors justement, Géraldine, est-ce que vos partenaires à l'international sont intéressés par ces technologies liées au transport et au stockage de l'hydrogène et pas que à la production? Bien sûr, c'est ce que je disais au début, c'est qu'on a toute la chaîne de valeur. On va vraiment de la production à l'usage. Donc ça, et dedans, et entre les deux, il y a le transport, il y a le stockage, et ça c'est très important. Et c'est intéressant parce que hier, je discutais d'hydrogène, justement pas plus tard qu'hier, avec une entreprise qui s'appelle Life, qui fait aussi partie de ces startups. Et on parle de l'Europe nordique. Les Nordiques vont très vite. Il y a déjà un pipeline, je crois qu'il va entre, c'est les Pays-Bas ou c'est le Danemark et l'Allemagne qui est construit. Ils développent leur port pour pouvoir justement avoir de l'hydrogène, apporter de l'hydrogène. Donc nous-mêmes, Français, on a aussi intérêt à suivre parce qu'on a à la fois des partenaires potentiels dans le nord de l'Europe, mais c'est aussi potentiellement des concurrents. Donc on suit ça de très près et bien entendu que nos partenaires sont intéressés, encore une fois, sur toute la chaîne de valeur. Et on y va avec toute la chaîne de valeur. C'est ça qui est essentiel. Justement, Franck Le Baron, est-ce que du coup Engie, dans ses filiales, vous avez Storengy, donc spécialiste du stockage du souterrain du gaz, LNG, des terminaux de regazif de GNL, de gaz liquide qu'on transforme en gaz. Vous avez aussi surtout GRT Gaz, qui est donc le transporteur de gaz, les gros tuyaux, qui ont tous des expertises, enfin potentiellement des expertises dans l'hydrogène. Est-ce que vous arrivez déjà à les valoriser? Parce que le plan français est un peu frustrant peut-être pour ces entreprises. Oui, merci pour votre question. Effectivement, aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup d'infrastructure. On parle de production, on parle de technique, etc. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir connecter les futurs hubs d'hydrogène où la production et la consommation, ça ne sera pas forcément au même endroit. Donc les infrastructures, c'est un vrai sujet. Et nous, on pousse chez Engie, on fait pas mal de lobbying pour que les infrastructures soient un peu plus prises en considération dans les financements, etc. Parce que ça met des années à être construit un pipeline. Hein. Et donc, vous avez cité nos filiales. Effectivement, GRT Gaz, par exemple, le pipeline entreprise de transport de gaz, donc historique, depuis quelques années, réfléchit à comment modifier les pipelines existants. Et ils ont même un objectif, à 2030, ils aimeraient avoir 700 km de pipelines dédiés à l'hydrogène. Donc, il y en aura la moitié qui seront peut-être des nouveaux pipelines, d'autres qui seront des pipelines transformés. C'est très important. Et il y a des tests qui sont faits actuellement. De même que notre filiale Storengy, qui est spécialiste du stockage souterrain de gaz. Vous avez peut-être vu, il y a une quinzaine de jours, on a inauguré un projet qui s'appelle Hipster à Étré. C'est un stockage existant et on commence à faire de l'injection d'hydrogène. C'est une première mondiale. On veut savoir comment ces cavités salines se comportent quand on injecte, quand on soutire, etc. Donc ça, c'est important. Les terminaux méthaniers, qui importent jusqu'à présent du GNL, il faut qu'ils se disent où est-ce que je vais être dans 30 ans? Est-ce que je vais continuer à importer du GNL? Mon GNL, il sera de plus en plus vert, certes, mais il y aura peut-être une molécule. Est-ce que ça sera de l'hydrogène liquide, gazeux? Est-ce que ça sera sous forme d'ammoniac, de méthanol? Aujourd'hui, c'est difficile à dire. Et c'est important, là on est dans un environnement un peu agile, un peu jeune et tout, c'est important que nos grandes entreprises, enfin je suis peut-être la seule grande, mais grandes entreprises soient un peu agiles et réfléchissent, parce qu'en fait on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Qu'est-ce que sera l'hydrogène? Il sera transformé comment, sous quelle forme, où, comment? Donc il faut être ouvert. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une entité chez Engie qui s'appelle Engie New Ventures qui met de l'argent dans des startups. Alors, pas chez HSL pour le moment, mais il y en a d'autres. On a investi dans 6 startups liées de près ou de loin à l'hydrogène. Ça nous permet de garder cette veille, de soutenir, parce qu'en fait, quand on met de l'argent, c'est pas seulement pour faire de l'argent, mais c'est aussi pour avoir une connexion. Éventuellement, on les emporte sur des projets. Il faut qu'il y ait du business derrière.
Voilà, j'ai fait une réponse longue à une question qui aurait pu être courte, mais les infrastructures vont être clés. Pierre-Emmanuel en parlait tout à l'heure. C'est important d'anticiper dès maintenant. Et nous, nos filiales, il faut forcément qu'elles se préparent à l'avenir. Oui, j'allais ajouter que non seulement c'est clé pour nos entreprises, mais c'est clé pour les pays dans lesquels on va investir ou auxquels on apporte la technologie, parce qu'eux se voient, je pense au Chili ou au Brésil, se voient à la fois comme producteurs d'hydrogène vert, décarboné, mais également exportateurs. Donc tout de suite se pose la question du stockage et du transport de l'hydrogène, y compris vers l'Europe. Donc ou même d'Afrique. Enfin, donc la question des pipelines, la question même du stockage, elle est absolument cruciale et elle est au centre de tous les échanges que l'on a à l'international. Il n'y a que la France pour ne pas se poser la question. Est-ce que du coup, quand même, vos filiales Engie, est-ce que vous arrivez à exporter ou à faire savoir que vous avez ces savoir-faire? En tout cas, vous avez fait tout ce travail à l'international. Vous m'avez parlé du Maroc quand on s'est parlé. Oui, parce que j'en revenais, je parlais à une conférence au Maroc il y a une quinzaine de jours, et le Maroc est un des pays qui coche le plus de cases où on se dit mais il va se passer quelque chose. Ils ont le soleil, ils ont du vent en plus, donc ça permet de lisser. Ils ont des industriels, ils peuvent être ils ont la mer, ils peuvent envisager un jour d'exporter. Donc, mais non, on n'en est pas sur les infrastructures pour le moment, encore que le Maroc devra réfléchir à un port d'export un jour, évidemment. Mais nous, chez Engie, on travaille plutôt aujourd'hui, par exemple, GRT Gaz travaille plutôt avec l'Allemagne. Et avec l'Espagne, vous avez vu cette annonce cet été d'un futur pipeline entre l'Espagne, le sud de la France et puis l'Allemagne. C'est important de travailler à ces chemins-là. On le fait savoir quand on a inauguré le projet Hipster il y a 15 jours en présence de Catherine MacGregor et de certains personnages politiques. On fait de la publicité parce qu'en fait on pense que c'est important de faire savoir ce qu'on fait, ce qu'on apprend. Il y aura du boulot pour tout le monde, j'allais dire, donc c'est important de partager, d'avoir des retours d'expérience sur tout ce qu'on fait, parce que c'est pas un long fleuve tranquille. Donc on en est là aujourd'hui, on n'a pas de projet plus concret que ça, que des pilotes à ce stade-là. Qu'est-ce qu'il faudrait du coup globalement pour vous pour aider la filière française de l'hydrogène à aller à l'international? Il faudrait des projets français comme démonstrateurs pour prouver que vous savez faire, réglementaire, plus de moyens à l'Europe pour financer plus vite vos projets. Qu'est-ce qui vous manque? Je laisse répondre les entreprises, mais j'ajouterai après quelque chose. Moi, je voudrais revenir sur ce que je disais au départ. Comme on est dans une phase d'amorce, il est vraiment important à l'international, s'il y a un développeur français, qu'il essaie d'embarquer autant que faire se peut des industriels français. Et le deuxième point, c'est plutôt un appel aux vocations. Mais pour être fort à l'export, je pense qu'il faut avoir des ressources compétentes et en quantité. Je vous parlais de technologie tout à l'heure. Nous, on a besoin de beaucoup d'ingénieurs et de techniciens. Alors la France a la chance de former beaucoup de bons ingénieurs. Et donc tout l'enjeu, c'est de continuer à en former, garçons, filles, bien entendu. Et puis surtout qu'à la sortie de leur école d'ingénieur, ils s'orientent bien vers des carrières techniques. Et je pense que des entreprises comme Elogen, comme IC Labs, par exemple, on a de quoi leur donner des défis technologiques dans plein de disciplines, les sciences des matériaux, la modélisation, la physique, l'électrochimie. Et en plus, on leur offre la possibilité de donner un sens à leur métier en contribuant à un monde durable. Alors vous êtes en compétition avec le nucléaire, sur ces profils-là. Ouais, mais l'hydrogène, c'est plus sexy, quoi. Je sais pas, ça fait plus rêver, non? Non, c'est important d'avoir les deux. Je suis pas sûr qu'on soit en compétition. C'est pas les mêmes sur les profils, ils cherchent à embaucher 100 000 personnes. Il y a une partie des compétences qui sont un petit peu... Loin de moi de vouloir opposer les deux, au contraire, mais c'est vraiment sur les compétences et il faut... Oui, non, mais c'est sûr qu'on va chercher un peu les mêmes personnes. Déjà aujourd'hui, c'est très dur de trouver nos ressources. Et je suis étonné parce que chez Elogen, dans des disciplines très, très particulières comme la science des matériaux et l'électrochimie, j'ai beaucoup de collaborateurs qui sont extra-européens. C'est déjà le cas. Et effectivement, avec en plus le nucléaire qui va attirer encore plus de ressources, on a un énorme défi à relever tous ensemble pour former suffisamment d'ingénieurs. C'est pareil, c'est chez nous. C'est exactement pareil chez nous. Chez HSL, on a le même sujet de recrutement pour ce qu'on vient de se dire. Moi, je pense quand même qu'il y a un point super important que tu viens de dire. C'est travaillons ensemble. Ensemble, on est quand même pas trop mauvais. Un grand groupe est peu agile, mais a des capacités de peu agile, moins agile.
et une grande boîte et une petite boîte et plus agile, mais avec moins de capacité de vision à l'international. Moi, j'ai souvent tendance à dire qu'on oublie une chose, c'est que moi aujourd'hui j'ai développé une boîte, on est 30 collaborateurs, mais demain si on veut rentrer sur un marché mondial comme on est en train de travailler dessus, on aura de toutes les façons besoin de travailler, donc je les charrie un peu, avec des NJ, des EDF, etc. Mais c'est des gens avec qui on s'apprécie, on est amené à travailler ensemble. C'est juste que c'est vrai que quand je parle d'agilité, cette agilité-là, elle permet d'avoir un peu cette folie. Mais à côté, une grande boîte, elle a besoin de nous, comme nous, on a surtout besoin de cette grande boîte. Moi, je peux faire le malin, mais dans 5 ans, 6 ans, si je ne travaille pas avec un NJ, un EDF, un EDP ou au niveau européen des grands pétroliers, je n'arriverai pas à arriver sur le marché. Donc de toutes les façons, je dois travailler avec eux. Et l'idée est de dire, on travaille ensemble et on va développer ensemble. Je pense que c'est important. Et si on peut passer un message justement sur les grands décideurs français, voire européens, et Europe, à la limite, c'est plus difficile à critiquer parce qu'ils sont déjà dans cette vision-là, mais d'essayer de promouvoir des projets d'entreprises françaises qui ont eu cette intelligence de travailler avec des laboratoires, avec des start-up, avec des grands groupes, de travailler ensemble. Déjà, c'est compliqué de créer des consortiums franco-français pour faire des dépôts de dossiers et travailler ensemble. Déjà, essayer de nous accompagner pour que demain, quand on va arriver dans un pays, on soit déjà béton, qu'on ait quand même des compétences en interne. Tout à l'heure, on parlait de la Chine, je n'ai pas rebondi sur la Chine, parce que moi quand j'entends la Chine, c'est juste pour moi, c'est de la copie. C'est très bien ce qu'ils font, mais on a une longueur d'avance. On a eu une longueur d'avance sur le nucléaire, on va avoir une longueur d'avance sur l'hydrogène. Soyons fiers de ça. Si on se fait copier, ça veut dire qu'on est bon. Donc pour moi, il faut qu'on continue à essayer de garder cette excellence. Gardons cette excellence dans l'hydrogène, et pour qu'on soit meilleur, travaillons ensemble avec des boîtes qui finalement, pendant des années, n'ont peut-être jamais pu travailler ensemble parce qu'elles ne sont pas réussies à s'entendre, et que maintenant, je pense que l'un des éléments comme l'hydrogène pourra nous permettre de finalement finir par s'entendre. Et ces boîtes-là sont de plus en plus ouvertes. On parlait d'Engie Ventures, elles sont de plus en plus ouvertes vers ces startups. Et ces startups aussi, elles n'ont plus envie de changer le monde toutes seules. Et je pense que c'est ça aussi qui change en termes de mindset pour les start-upers. On se dit quand même que c'est bien, oh là là, le méchant Engie, le méchant EDF, le méchant... Oui, mais en soi, le méchant, il est capable aussi d'avoir les capacités, pas que financières, mais de support, de nous accompagner vers ces marchés. Et c'est ensemble qu'on y arrivera. Alors ici, c'est pas des méchants, hein. On ne les Non. considère pas comme ça. Ils me connaissent normalement. Si je peux rebondir là-dessus, je pense que c'est extrêmement important. C'est-à-dire que cet écosystème français, finalement, ce qu'il a besoin, il a besoin de se connaître. Et pourquoi on a créé l'index H40 ? C'est justement pour permettre à ces startups de l'hydrogène d'être en relation avec des grands groupes, avec des ETI, avec des entreprises qui ont cette capacité, qui sont à l'international et qui vont les emmener. Et le fait de fédérer justement des petits et des grands, des moyens, des intermédiaires, des fédérations professionnelles, on embarque tout le monde et on crée cet écosystème dans lequel les relations vont pouvoir se construire, et la confiance dont on parlait au tout début de cette table ronde va pouvoir progressivement dans le temps se faire également. Alors nous, on ne va pas négocier les contrats, les entreprises se débrouillent entre elles, mais il est important d'avoir un lieu mouvant d'ailleurs, parce qu'on bouge beaucoup à l'international, on n'est pas seulement en France, mais où on peut se retrouver, échanger et être, encore une fois, dans un cercle de confiance. Je pense que c'est essentiel pour commencer entre Français à travailler et ensuite pouvoir se projeter sur des marchés émergents qui sont parfois quand même très compliqués. Il ne faut pas l'oublier. Et peut-être sans parler des marchés émergents, quid de nos voisins européens ? Parce que l'Europe a globalement une stratégie très très ambitieuse de production d'hydrogène, voire d'importation, à très court échéance pour remplacer le gaz russe notamment. Ça a encore été amplifié. Est-ce que du coup c'est des marchés plus accessibles pour vous ? Je crois que Jean-Baptiste, quand vous avez parlé, vous avez quand même dit mon premier marché c'est l'Allemagne, non ? Oui, c'est vrai, c'est notre premier marché, ce qui peut paraître paradoxal. Mais je dirais que ça rejoint un point de Franck dans sa première intervention. C'est que jusqu'à présent, du moins, les projets en France mettent un peu plus de temps à se déclencher. Parce que j'imagine que pour les développeurs, l'alignement des planètes n'est pas chose aisée. Et effectivement, on a observé qu'en Allemagne, ça part plus vite. Ça part plus vite. On a vendu plusieurs projets là-bas, dont notre plus gros actuellement, qui est une machine de 10 MW. Merci beaucoup. En tout cas pour vous, je crois que maintenant c'est le temps des questions avec la salle. David, c'est à vous d'opérer et aux invités de répondre. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas. Oui, si vous pouvez juste vous présenter rapidement et bien mettre le micro à proximité, que tout le monde puisse entendre.
Bonjour, merci pour vos présentations. Jean-Michel Portefeuille, expert technique international en Irlande. Du coup, je voulais venir sur les aspects européens. Vous parlez des marchés européens, de la volonté de l'Europe vis-à-vis de l'hydrogène. Mais est-ce qu'il y a des réunions d'acteurs, des fédérations, des acteurs industriels ou académiques au niveau européen ? Par exemple, vous avez l'Hydrogen Council, mais c'est pas européen, hein, c'est international, mais qui a été fondé il y a une dizaine d'années, notamment par Engie. On était un des 13 cofondateurs de Hydrogen Council. C'est des endroits où les acteurs se parlent, réfléchissent, font des recommandations, et donc ils ont du poids pour les gouvernements. Vous avez une association qui est Hydrogène Europe, alors plutôt sur l'Europe, qui justement fait pareil, réunit des PME, des grands groupes, les acteurs publics, les acteurs privés, pour essayer de voir comment ensemble faire décoller. Donc c'est ceux qui me viennent à l'esprit, mais qui ont des activités complémentaires sur l'Europe. Et ça c'est très important d'avoir ces moments d'échange, ces moments et aussi ce poids, parce que finalement, comme il y a beaucoup d'adhérents, je pense que leur voix compte. Je ne sais pas si vous pensez à d'autres... Oui, je sais qu'au MEDEF, puisque le MEDEF, lui, est sur toutes les questions de réglementation européenne. Nous, à MEDEF International, on traite vraiment du bilatéral et du business. Sur la partie réglementaire, le MEDEF est mobilisé parce que, comme vous le savez, il y a une question de taxonomie au niveau européen. On n'est pas encore tout à fait d'accord sur le bleu et sur le vert. Donc d'ailleurs, notre logo, si vous avez bien observé, il est vert et bleu. Hein. C'est pas un hasard. Mais c'est important effectivement que les entreprises, les différentes associations professionnelles et au sein de Business Europe également, il y a ces discussions, puissent porter ces sujets effectivement. Il y a aussi pas mal de réflexions autour des hubs où beaucoup d'entreprises se réunissent. Des hubs avec des besoins particuliers, de l'hydrogène particulier. Je pense aux hubs autour du port d'Amsterdam, je pense aux hubs autour du port d'Anvers. Tous ces hubs-là ont une vision européenne qui est assez intéressante parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, finalement, le français est l'un des plus chauvins parce que ces propres hubs-là sont les premiers à venir chercher des boîtes à l'étranger pour dire, comment on pourrait construire le port de demain. Donc moi, je parle beaucoup de port parce que je parle beaucoup d'importation, hein, mais il va falloir quand même jouer avec ça. Et ces hubs-là, je trouve qu'ils sont assez structurants. Il ne faut pas multiplier trop d'associations ou de systèmes. Je pense que justement, MEDEF International est capable de nous fédérer ici. Hydrogène Europe travaille très bien là-dessus. Après, il faut quand même arriver sur du concret. Et ce concret est important de pouvoir redescendre sur des cas assez pratiques où on réalise que rapidement, ce partenaire et ce partenaire travaillent très bien ensemble, ou l'autre n'est pas du tout capable de travailler avec lui. Et dans un autre port, peut-être qu'on pourra travailler ensemble. Donc c'est assez intéressant, je trouve, ce côté de création de hub à hydrogène. Ouais. Et ce qui est important également, c'est lorsqu'on se rend à l'étranger, on a quand même un rôle d'influenceur. Influenceurs directs, parce que souvent dans les pays, justement, il y a des questions de réglementation qui ne sont pas encore fixées, qui ne sont pas figées, donc ils sont très à l'écoute de ce que nous pouvons leur dire, nous, secteur privé français. Donc de ce point de vue-là, on a aussi ce rôle qui est déterminant pour la suite des projets. C'est pour ça qu'on en vient très vite au concret, parce qu'on parle du terrain, on leur parle du terrain, on leur dit, pour réussir dans votre pays, au Chili par exemple, pour faire l'hydrogène décarboné, voilà les conditions dont nous avons besoin, nous, investisseurs français, et derrière, évidemment, on espère être entendus et faire avancer le sujet. Et un tout petit peu plus en amont, rapidement, il y a un dispositif, le Fonds Innovation européen, qui a beaucoup d'argent, qui est alimenté par le marché du carbone, qui permet de monter des projets, de financer des projets de pilotes ou de démonstrateurs vraiment industriels, innovants dans ces domaines-là. Les circuits de décision sont beaucoup plus rapides, ils ont beaucoup simplifié, et c'est vraiment une porte pour toutes les entreprises innovantes à laquelle aller frapper. Ça permet de faire des choses assez vite et très belles, beaucoup moins longues que d'habitude en Europe. Voilà. Innovation Fund, c'est super. Et le temps que le micro se déplace, à la fin du mois de novembre, vous avez une semaine de l'hydrogène à Bruxelles. Vous avez un gros événement qui est co-organisé par Hydrogène Europe et la Commission européenne, qui va être un moment passionnant avec des tas de conférences, des stands, etc. Si vous vous intéressez à ça, je pense qu'il y a plein de sujets qui seront débattus là-bas. Pardon. Bonjour, merci pour cette intervention. Donc, Rami Hassoun, directeur M&A chez Nextenso Finance. On accompagne les chefs d'entreprise à lever des fonds ou à céder leur entreprise à des industriels. Ma question est très simple. C'est que on voit bien l'introduction en bourse d'HRS
On voit bien le Areva H2 Gène qui est passé Helogène par la suite. L'hydrogène à moyen long terme, en termes d'application marché, on la connaît. La question que je me pose, c'est à court terme, tant en France ou à l'international, quelles seraient selon vous les applications d'aujourd'hui ? Moi, je peux répondre rapidement, mais je vais laisser parler les entreprises surtout, parce que les demandes les plus importantes qu'on a aujourd'hui viennent de l'industrie. On parlait des miniers et des minerais en Afrique du Sud. On a la même demande au Chili. Une exploitation d'une mine pollue, je ne sais plus combien de centaines ou de milliers de litres par heure. Vous imaginez, de pétrole, enfin de fuel. Donc en termes d'impact carbone très important. Et la volonté aujourd'hui des Chiliens, c'est de faire de l'extraction de minéraux critiques verts. Et on a cette demande dans plusieurs pays qui sont, y compris africains, qui ont des minéraux. Donc là, on est sur des sujets absolument stratégiques, très rapides, parce qu'il va falloir, eux veulent aller très vite. Alors après, il y a le temps industriel. Mais voilà, un exemple typique d'application concrète et rapide, c'est-à-dire d'ici 5 à 10 ans, c'est ça. Alors je rejoins Géraldine. Nous, notre conviction, c'est que demain, c'est les besoins industriels qui vont tirer le marché, mais ils auront besoin de très gros électrolyseurs. Donc ça peut être pour fabriquer des molécules de base comme le méthanol, l'ammoniac, qui se fait aujourd'hui à partir d'hydrogène gris. Ça peut être également dans des industries telles la sidérurgie, qui vont remplacer les combustibles fossiles par de l'hydrogène. Néanmoins, nous, ce que l'on observe, que ce soit en Europe ou à l'export, les projets qui se font actuellement sont de taille plus réduite. Et là, ce qui tire actuellement le marché, c'est plutôt la mobilité et également déjà des pilotes industriels, parce que justement, les industriels cherchent à apprendre. Mais voilà, à terme, ce sera l'industrie qui va vraiment tirer le gros de la demande. Alors tout à fait, je confirme. Aujourd'hui, on a besoin de volume pour prendre la décision d'investir sur un projet, parce que c'est quand même un certain nombre de dizaines de millions. Il faut que quelqu'un s'engage à acheter du volume. Et donc ça va être des industries, donc ça va être raffinerie. En fait, c'est soit pour remplacer de l'hydrogène gris, parce qu'ils veulent le rendre renouvelable. Donc ils consomment déjà de l'hydrogène gris, ils veulent du vert. Et ça, c'est important pour eux dans leur décarbonation. Soit ce sont des nouveaux usages, notamment sur les e-fuels. Donc la mobilité, oui, la mobilité lourde, on voit que le train bouge, l'aviation bouge. On a signé un contrat cet été pour le port du Havre pour faire des carburants durables. Ça bouge, la mobilité lourde. La mobilité légère, bah oui, ça marche parce que parfois il y a des subventions, il y a une municipalité qui veut ses bus à hydrogène et ça marche bien, mais il faut quand même quelques subventions, donc ça va se développer, mais ça se développera. Une fois qu'il y aura un gros hub d'hydrogène de production pour un industriel, on pourra développer effectivement, distribuer, j'allais dire, de l'hydrogène pour la mobilité. Ça serait top. Mais vraiment l'industrie, oui, dans un premier temps. Oui, et l'industrie, c'est un de vos clients, mais les premières applications électrolyseurs que moi j'ai vu installer, ils sont chez Yara, ils sont chez les fabricants d'engrais qui sont produits à base d'ammoniac. Et l'ammoniac, on l'a produit avec de l'hydrogène. Et je pense que les premiers électrolyseurs installés dans l'industrie, ils sont chez eux en ce moment. Là, il y en a en Norvège, là, il y en a qui vont être mis en service, je pense, dans les semaines ou les jours qui viennent. Donc les premières applications, elles sont vraiment là pour décarboner ce qui peut l'être chez les industriels de la chimie, de la métallurgie et de la pétrochimie, parce que sur les raffineries, ce sont des gros consommateurs d'hydrogène gris aujourd'hui. Et on n'oublie pas quand même un peu le monde maritime. Parce que le monde maritime, tu parlais tout à l'heure du port du Havre, il y a quand même des belles choses qui peuvent se passer et en fonction d'un hub. Donc en fait, ça reste des flottes captives. Et ces flottes captives qui, en fait, on revient toujours sur le point de départ, permettent d'avoir des volumes plus importants. Une navette qui fait plusieurs fois l'aller-retour dans des îles, ça peut être quelque chose qui consomme de l'énergie et ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour ces tailles-là. Parce que justement, on devient avoir une taille critique. Une station à hydrogène, pour quelques véhicules, ça reste compliqué, alors qu'une station à hydrogène pour des bateaux, on commence à avoir des quantités qui sont intéressantes et qui intéressent les industriels. Merci, on va prendre une dernière question pour la fin. Bonjour, Joséphine Vilquin, je suis investisseuse à la BPI et j'aurais aimé avoir votre avis sur la compétitivité de l'hydrogène et la bancabilité des projets dans un contexte où les prix de l'électricité augmentent beaucoup, où il y a une incertitude sur les prix. Comment on concilie ça avec l'hydrogène pour les débouchés industriels par rapport à d'autres méthodes de décarbonation ou d'autres gaz? L'import. Il faut faire vite apparemment.
Oui, pour le court terme, sans doute. Et après, l'hydrogène, c'est quand même des cycles moyen-long terme. Donc, il ne faut pas se limiter à aujourd'hui, effectivement, les tendances inflationnistes. Alors, peut-être qu'elles vont durer un peu plus longtemps que prévu. Mais voilà, il faut regarder plus loin, je pense. Et pour les entreprises qui utilisent déjà l'hydrogène gris, la seule solution, c'est de remplacer par du vert. Donc, à un moment, il faut être capable de le payer. Donc, ça va, les projets vont se faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu tendu, c'est vrai. Alors, une des stratégies des futurs utilisateurs de l'hydrogène, c'est commencer à regarder, à investir dans des projets de développement renouvelable massifs, genre éolien en mer, à prendre des parts. Voilà. On vient d'inaugurer, dans les Pays-Bas, BASF, qui a acheté la moitié d'un parc d'1,5 gigawatts au large de La Hague pour se décarboner, potentiellement pour alimenter des électrolyseurs à terme. Donc voilà, une des stratégies des industriels, c'est celle-là. Et je rajouterais juste, ce qui va quand même dans le sens de nous encourager d'aller dans l'optimisme, c'est que le dernier rapport de RTE, qui est venu à la suite des futurs énergétiques 2050, il y a quand même tout un paragraphe dédié justement à la production d'hydrogène, les conditions de compétitivité, de pourcentage de facteurs de charge des électrolyseurs, de modulation des électrolyseurs. Donc on voit quand même que l'écosystème global, à commencer par la production d'électrons, elle intègre bien quand même cette dimension de long terme de production d'électricité. Merci à tous, c'est terminé. C'était passionnant. Merci beaucoup.